Bonjour. Non, on est au complet. Vous êtes... juste une camarade, elle va entrer. Ok, vous êtes prêts? Ouais. Oui, on Oui, est vous prêt. pouvez commencer. Donc, l'un d'entre vous partage son écran et vous commencez à présenter. Oui, je vais parler. Voilà. Normalement, vous êtes au complet maintenant. Oui, on est 9. Ouais. Non, je donne l'introduction, je donne la parole à ma camarade Iris Guitoun. Bonjour madame, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, nous sommes ici pour vous présenter notre projet sur le SSH, Security Shell. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Les informations confidentielles dans les réseaux nécessitent une sécurité des communications qui est devenue une préoccupation importante pour les utilisateurs. Pour cela, le protocole SSH est venu visant à garantir l'authenticité, la confidentialité et l'intégrité des données. Dans ce protocole, la transmission des informations au sein d'un réseau est chiffrée et ne peut donc en théorie être que difficilement compromise. Le SSH est une application réseau utilisée pour les connexions à distance sécurisées et largement utilisée dans le lot. En effet, il permet non seulement une connexion à distance, mais également le transfert de fichiers et la redirection de ports cryptés. Il est basé sur un principe de clé privée et publique. Plusieurs solutions de sécurité réseau existent telles que le protocole IPsec, IP sécurité, le protocole SSL et le protocole SSH. Donc, nous avons lancé notre étude sur ce dernier, dont on va aborder les différentes versions du SSH, son fonctionnement ainsi que son utilité. Je passe la parole à mon collègue Shelly. Définition du protocole SSH. Le protocole SSH est un protocole de sécurité destiné aux communications réseau à distance, utilisé pour l'administration des serveurs Linux et des équipements réseau. Le principal objectif de SSH a été de résoudre le problème de transmission de toutes les informations sur le réseau. Ouvrant la porte à toutes les attaques de type 1 de milieu, même et Elle est basée sur un fort cryptage chiffrement de données. Par exemple, au niveau de la connexion, nous avons un changement de clé entre le client SSH et le serveur SSH. Ce protocole crée un tunnel entre les deux parties. Tous les flux transmis à l'intérieur de ce tunnel sont chiffrés par un code unique. Comment je l'applique ci-dessus. Par exemple, si un appareil qui tente de manipuler la transmission circulant sur le réseau n'aura pas accès à l'intérieur de cette trame pour modifier ou bien récupérer des identifications. Donc, à travers ce protocole SSH, on peut administrer de manière sécurisée notre serveur et notre équipement réseau à distance. Ce protocole a été conçu à l'objectif de remplacer les différents programmes tels que Harlequin, Telnet, RCP et RCH. Le serveur SSH par défaut est coupé sur la porte 22 standard du protocole de contrôle de transmission TCP. Maintenant, je donne la parole à ma camarade Safa Ben Salah. Bonjour. Les besoins de plusieurs communautés nécessitent en premier lieu une sécurité à un niveau avancé, ce qui explique l'existence de deux versions de protocole SSH. Nous avons la version 1 SSH et la version SSH 2.
La version 1 du protocole SSH a été proposée en 1995 pour une raison d'attaque de renouvellement de mot de passe à l'Université de technologie Helsinki, Finlande. Le SSH1 avait pour but de fournir aux utilisateurs un canal crypté en se basant sur plusieurs algorithmes de cryptage afin de leur garantir une connexion sécurisée à un périphérique distant. Il consiste à mettre en position une forte authentification d'une machine à une autre. Il fournit également des communications cryptées sécurisées sur Internet. Tout du protocole possédait toutefois une faille en termes de sécurité, permettant aux pirates l'accès à des données dans les séquences. C'est la raison pour laquelle, en 1997, la version 2 de ce protocole a été proposée par l'IETF, Internet Engineering Task Force, en tant que document de travail. La deuxième version de SSH. Le protocole SSH a été évolué pour ne pas se limiter à une simple fonctionnalité de connectivité à distance. La version SSH2, introduite en 2006 par l'IETF comme étant une norme officielle, propose, grâce à ses mécanismes de forwarding et tuning, la sécurisation de n'importe quel protocole applicatif. Le SSH2 utilise un ensemble différent d'algorithmes améliorés et plus forts pour le cryptage et l'authentification, tels que le DSA, Digital Signature Algorithm. Ce n'est plus un logiciel libre comme la SSH1. Son développeur a restreint l'utilisation gratuite de SSH2. Contrairement à SSH1, le protocole SFTP, Secure File Transfer Protocol, est intégré dans le package SSH2 et utilise les mêmes protocoles de chiffrement par la version 2 de ce protocole, afin de chiffrer le flux des données. Pour conclure la différence, le point principal à noter est que SSH1 et SSH2 sont deux protocoles entièrement différents. La version 1 de ce protocole a été conçue comme nouveau à partir de zéro. Elle est connue dans le jour comme étant la version la plus couramment utilisée. Avantages offerts par le SSH2 en les comparant avec le SSH1. Nous avons l'écoute électronique, le DNS et IP spoken et les attaques de l'homme au milieu. Le SSH2 crypte toutes les données qui protègent contre l'écoute électronique et la rend illisible aux espions potentiels. DNS spoken dans cette phase, le SSH2 évite de telles attaques et authentifie cryptographiquement l'identité du serveur de session. Le client SSH valide la clé de hôte du serveur par rapport à une liste locale de clés disponibles associées au nom et adresse du serveur. Si les informations ne sont pas identiques, un avertissement immédiat est envoyé au client. Alors, les attaques de l'homme du milieu, le SSH2 peut se protéger contre les attaques de l'homme du milieu par authentification serveur-hôte. Étant donné que l'attaquant n'a pas la clé hôte privée du serveur, SSH2 fournit une authentification plus forte pour le client. Alors nous avons le mot de passe sont vulnérables, mais les clés et les certifications publiques sont essentiellement à l'abri de ce type d'attaque. Du protocole SSH avec mademoiselle Marouche. SSH est un protocole assez complexe, mais il est vraiment intéressant de savoir comment il fonctionne. Je vais vous proposer de vous expliquer dans les grandes lignes son mode de fonctionnement. L'établissement d'une connexion SSH se fait en plusieurs étapes. Dans un premier temps, les serveurs et les clients s'identifient mutuellement afin de mettre en place un canal sécurisé. Dans un second temps, les clients s'identifient auprès du serveur pour obtenir une session. Mise en place d'un canal sécurisé. Une couche de transport sécurisée débute par une phase de négociation entre le client et le serveur afin de s'étendre sur les méthodes de chiffrement à utiliser.
En effet, le protocole SSH est prévu pour fonctionner avec un grand nombre d'algorithmes chiffrés. C'est pourquoi le client et le serveur doivent dans un premier temps échanger les algorithmes qui supportent. Ensuite, afin d'établir une connexion sécurisée, sa clé publique dote au client. Le client génère une clé de session de 256 bits qui chiffre grâce à la clé publique du serveur et envoie au serveur la clé de session chiffrée ainsi que l'algorithme. Le serveur déchiffre la clé de session grâce à la clé privée et envoie un message de confirmation chiffrée à l'aide de la clé de session. À partir de là, le reste des communications est chiffré grâce à un algorithme de chiffrement symétrique en utilisant la clé de session partagée par le client et le serveur. Ainsi, lors de la première connexion à un serveur, le client affiche généralement un message demandant d'accepter la connexion. Une session véritablement sécurisée, il est conseillé de demander oralement à l'administrateur du serveur de valider la clé publique présentée. Si l'utilisateur valide la connexion, le client enregistre la clé au dot du serveur afin d'éviter la répétition de cette phase. Dans sa configuration, le serveur peut parfois vérifier que le client est bien celui qui prétend être. Ainsi, si le serveur possède une liste dot autorisée à se connecter, il va chiffrer un message à l'aide de la clé publique du client. Si le client est en mesure de la déchiffrer à l'aide de sa clé privée. On parle de challenge. Je donne la parole à Mademoiselle Chefi. Pour l'authentification, une fois la connexion sécurisée soit mise en place entre le client et le serveur, le client doit s'identifier sur le serveur afin d'obtenir un droit d'accès. Pour cela, on a deux méthodes d'authentification. La première méthode est celle du mot de passe, qui est la plus connue car le client envoie un nom d'utilisateur et un mot de passe au serveur à travers la communication sécurisée. Et le serveur aussi, à sa part, vérifie si l'utilisateur concerné a l'accès à la machine et si le mot de passe fourni est valide. Et la moins connue, mais la plus souple, c'est l'authentification par clé. On distingue deux clés, une clé publique et une clé privée. La clé publique, c'est la clé autorisée. Cette clé sera exportée sur chaque hôte sur lequel on souhaite pouvoir se connecter. La clé privée, elle permet de pouvoir s'identifier au serveur dans cette clé seule. L'utilisateur pose dans cette clé, seul l'utilisateur pose une clé privée correspondant à la clé publique sur le serveur pourra s'authentifier avec succès. Pour la phase d'initialisation, je donne la parole à ma camarade Omar. Merci. Alors pour cette partie, je vais parler de la phase d'initialisation et du fonctionnement en général. Alors la phase d'initialisation, ce n'est rien qu'une procédure de négociation des algorithmes et paramètres entre client et serveur. Ce qui va se passer, c'est que dès que la connexion est établie en utilisant le protocole TCP, qui consiste à utiliser la méthode du rentier, qui n'est rien d'autre qu'une demande de connexion suivie d'une acceptation incluant le net, le serveur et le client s'accordent après sur la version du protocole SSH, c'est-à-dire qu'ils échangent leur numéro de version du protocole. Le serveur envoie au client la liste des méthodes d'authentification et en fait les algorithmes de chiffrement proposés. Le client par la suite, il va envoyer à son tour la liste des méthodes d'authentification et les algorithmes de chiffrement adoptés. Les deux s'accordent sur les meilleurs algorithmes de chiffrement. On envoie une demande pour intégrer le serveur. Le serveur cherche la clé publique du client qu'il a récupérée avec la méthode de Diffie-Hellman. Cette méthode consiste à... En fait, cette méthode, ce n'est rien qu'une méthode où les deux entités ont une clé privée et une clé publique. Les deux sont liés par des algorithmes précis. Donc, la clé publique elle est liée à la clé privée par un algorithme. Cet échange de leur clé publique
public et garde leur clé privée bien cachée. Ensuite, le serveur génère un random string, autrement dit, un message aléatoire, crypté utilisant la clé publique du client. Et elle est signée. Peut être décryptée que par la clé privée du client, qui va le reconnaître en utilisant l'algorithme avec lequel il a généré sa clé publique de sa clé privée et le renvoyer au serveur. Maintenant, le serveur va reconnaître le message qui a été envoyé, authentique et vérifié. Après, le SSH crée un tunnel entre client et serveur où la data peut passer cryptée. En résumé, le défi Hellman, c'est à chaque ouverture de session où la non-réutilisation des clés permet une meilleure sécurisation. Et plus la clé est grande, plus la sécurisation est assurée. Assure la confidentialité grâce aux algorithmes de cryptage qui luttent contre l'interception et l'usurpation, l'intégrité de la data sur un réseau grâce à la fonction de hachage qui en fait consiste à envoyer une trame et calculer un certain collision où on va balayer la trame et voir si elle a été envoyée complètement et pas changée. Et l'authenticité grâce aux clés et signal. Je passe la parole à mon camarade Chéri Nassim. Et maintenant, on va essayer d'appliquer ce que mes camarades ont expliqué à travers une petite simulation qui consiste à contrôler un routeur à distance. Là, on va utiliser le logiciel Packet-Tracer en utilisant le schéma ci-dessous qu'on a créé avant. Tout d'abord, il faut commencer par configurer le PC en lui adressant une adresse IP, adresse gateway pour l'interface du routeur Giga 000. On va configurer le routeur. D'abord, il faut lui adresser une adresse IP du gateway qui sera 192.1.1. Après cela, on va l'activer avec la commande no shutdown. Pour terminer cela, on va lui changer de nom, renommer RSSH avec la commande hostname. Après cela, on va lui donner un domain name qui sera rssh.com. Après lui avoir donné un nom, on va configurer l'utilisateur qui pourra commander, qui pourra contrôler le routeur à distance. On l'a nommé Nassim et on l'a donné comme mot de passe SSH9. Générer la clé RSA. On a généré la clé RSA avec la commande crypto qui génère RSA. Par défaut, la longueur est de 500K à 12 bits qui est proposée. Pour plus de sécurité, il faut augmenter le nombre de bits. Pour une sécurité minimum, Cisco préconise une valeur de 1024, celle qu'on a mis ici. Après cela, on va configurer les lines, pour déclarer que seul le protocole SSH sera disponible avec l'utilisateur qu'on vient de créer. VTI 04, 4 veut dire 4 admin par plus. Et la commande, après on va faire les slides, on va attribuer un password aux admins qui sera le même, SSH9. Après cela, on va faire les slides. On va aller ici. CMD, et on utilise pour tester, on utilise la commande SSH. L'admin, c'est Nassim. Et l'adresse IP du gateway, c'est 192.168.1.1. Password SSH9. Et maintenant, on est sur le routeur et on peut le configurer à distance. Voilà. Maintenant, je passe la parole à ma camarade Sahni. Merci. Donc, comme nous avons montré précédemment, le SSH nous permet d'établir une connexion sécurisée et directe au niveau d'un réseau potentiellement non sécurisé. Cette étape est nécessaire afin de protéger le flux de données que nous souhaitons transmettre sur un serveur distant, ce qui rend son utilisation très importante.
le slide, voilà. Nous pouvons y trouver plusieurs types de menaces qui peuvent perturber le message envoyé sur le réseau. Les menaces les plus communes se caractérisent par deux méthodes. La première correspond à une interception d'une communication entre deux systèmes qui présente un élément extérieur dans le réseau, permettant de copier des informations échangées entre le serveur et le client en SSH. En deuxième lieu, on trouve l'usurpation de données j'ai pas encore fini. Merci. L'usurpation de l'identité d'un autre. L'intercepteur prend donc l'identité du destinataire et peut alors recevoir toutes les informations envoyées. Face à ces types de menaces, le protocole SSH garantit que les données ne peuvent être copiées ou modifiées par une personne extérieure avant d'arriver à destination. Elle offre comme solution la signature numérique qui permet de vérifier l'identité du serveur et la radiation de toute usurpation d'identité dans les deux serveurs. La parole à ma camarade Bouchama. Merci beaucoup. On va passer ainsi aux avantages et aux faiblesses du protocole SSH. Le SSH est une mesure de contourner de nombreuses menaces de sécurité liées au réseau. Cependant, il est vulnérable aux attaques par des lignes de service, héritant ainsi des faiblesses de TCP/IP sur lesquelles il répond. Pour les avantages, il résiste aux problèmes de congestion et de rupture de liens IP. Les mécanismes de chiffrement et d'authentification dans ce protocole sont efficaces contre les attaques détournant ou altérant des données TCP/IP. La connexion à distance est maintenue. Remplacement sécurisé de RLogin, RSH, RCP et Telnet. Le SSH permet à deux ordinateurs d'établir une connexion directe et sécurisée au sein d'un réseau potentiellement non sécurisé, tel qu'un Internet, de sorte qu'aucune attaque de l'homme du milieu ne soit possible. Au niveau cryptographique, il possède aussi un fichier complet, le SSH File Transfer Protocol. Pour finir les faiblesses, le SSH n'a pas été conçu pour résister à des attaques d'injection de faux paquets dans le réseau. Il ne fournit aussi aucune protection contre les attaques qui brisent l'établissement des connexions TCP. Le SSH doit constituer un élément cohérent d'une politique de sécurité globale et doit être mis en place en complément d'une politique d'accès et de filtrage, car malgré ses atouts, il n'est pas pour autant la panacée en matière de protocole sécurisé. Maintenant, la parole à ma collègue Eric Guitoun-Hadi. Merci. Alors, il a été montré par le biais de cette présentation qu'accueillir certaines connaissances approfondies en matière de fonctionnement du SSH dans le but de comprendre les aspects liés à la sécurité des nouvelles technologies. Ce protocole est une réelle évolution comparée aux autres tels que Telnet et RLogin. Ce dernier constitue une approche puissante pratique pour protéger la communication sur un réseau d'ordinateurs, notamment des opérations sensibles, la transmission de fichiers, les fonctionnalités importantes telles que le telnet et la rejection de port. Et donc nécessaire d'utiliser le protocole SSH pour faire du multiténing explicatif et ainsi permettre de transmettre des données très confidentielles. Jusqu'à présent, la meilleure utilisation du protocole SSH se faisait dans le cadre de la sécurisation des connexions à distance vers les serveurs d'explication et les machines réseau telles que les routeurs et les points d'accès. Pour cela, on a expliqué comment contrôler un routeur à distance en utilisant le paquet tracer. Bien que SSH possède l'avantage d'être déployé dans la plupart des équipements réseau, les grands fournisseurs de ces équipements tels que Cisco et Sysmex, l'an dernier, comme Albert Einstein a dit, l'homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure. Alors, est-ce que vous avez terminé? Oui. Alors, je vous remercie pour votre présentation assez complète, assez longue aussi, bien que le sujet prenne plus de temps, parce qu'il y a beaucoup de notions à découvrir avant pour pouvoir le présenter. Je vous remercie pour cette présentation qui vous a permis de
de donner l'essentiel concernant ce protocole. Alors, on va commencer d'abord par le rapport. Alors, le rapport, il est assez complet. Et ce que j'ai aimé dans le cadre de votre projet, c'est que c'est différent par rapport à la présentation. Donc ça, c'est bien. Il y a aussi une présentation qui est très bien élaborée, même d'un point de vue visuel, pas trop décrit. Donc, je vous remercie aussi pour ça. Pour la simulation aussi, ça a été un bon point. Donc, vous avez présenté ce que vous avez dit lors de la présentation. Vous avez essayé de le mettre en œuvre. Donc, ça, c'est aussi un bon point. Il y a par contre un petit problème quant aux mots que vous utilisez. Donc, vous êtes en train d'utiliser des mots sans les définir. Donc, déjà, au tout début, vous avez parlé de l'attaque homme du milieu. Donc, que voulez-vous dire par cette attaque déjà? Donc, il aurait été préférable de définir quelques notions pour pouvoir débuter la présentation. Alors, ceux qui ont parlé de l'attaque homme du milieu, que veulent-ils dire par attaque homme du milieu ou bien man in the middle? C'est la tentative de captation des informations au niveau du canal. Oui, mais pourquoi on l'appelle comme ça? De piratage. Pourquoi on l'appelle homme au milieu? Parce que il se présente au milieu de la transmission. Voilà, donc c'est l'attaquant qui se trouve entre les deux entités qui communiquent. Voilà, oui. Donc c'est ça. Alors vous avez aussi... Oui, dans votre cas, c'était entre le serveur SSH et le client. Alors, vous avez aussi parlé de clés. Il y a des clés privées, il y a des clés publiques, il y a des clés de session. Il fallait au moins définir ces concepts-là. Donc, que voulez-vous dire par clé privée, par clé publique et par clé de session? Madame, j'ai défini c'est quoi les clés publiques et les clés privées. Madame, une clé publique, c'est toute personne disposant d'une copie de la clé publique peut créer une clé. Mais pourquoi on a deux clés? Pourquoi chaque entité doit avoir une clé privée et une clé publique? Madame, c'est pour faire le plus de sécurité et pour faire la cryptographie et le chiffrement et le déchiffrement. Mais on peut faire le chiffrement et le déchiffrement via une seule clé. Il y a aussi un... Madame, si je peux vous interrompre. Oui. En fait, on utilise deux clés parce que si on imagine que la clé publique puisse tomber dans les mains d'un hacker, bah, tout le réseau tombe à défaillance. Par contre, si on utilise des clés que seule l'entité connaît, on ne risque pas de, même si on découvre c'est quoi la clé publique, on ne saura jamais c'est quoi la clé privée. Donc ça renforce la sécurité. Alors, il faut savoir que la clé publique, déjà, elle est nommée publique parce qu'elle est connue par tout le monde. C'est une clé qui est disponible. Qui a la clé privée qui peut déchiffrer. Voilà, donc quand vous dites que si on connaît la clé publique, tout l'algorithme tombe à l'eau, c'est faux. La clé publique, elle est connue. C'est ça le principe des algorithmes de chiffrement asymétriques. J'ai mal interprété. En fait, si on connaît la clé publique, elle est générée à partir de la clé privée en utilisant des algorithmes. Donc, par exemple, je voulais parler des méthodes traditionnelles, pas dans le SSH. En fait, si on a une seule clé, si on travaille avec une seule clé, ben, si on connaît la clé, le réseau peut tomber à défaillance. Par contre, là, on utilise deux clés justement pour renforcer la sécurité. Alors, c'est la clé publique et... On partage la clé publique alors que la clé privée, on la laisse secrète. C'est pour renforcer mieux la sécurité. Oui, mais il y a d'autres algorithmes de chiffrement qu'on appelle symétriques où on utilise une seule clé, que ce soit pour le chiffrement ou pour le déchiffrement. Et ça reste aussi sécurisé. Donc il y a certains cas d'utilisation des algorithmes symétriques, il y a des cas d'utilisation des algorithmes asymétriques. Il y en a aussi des avantages et des inconvénients des deux. Quel est à votre avis l'avantage offert par les algorithmes symétriques, c'est-à-dire l'utilisation d'une seule clé? Madame, le déchiffrement, il va être plus rapide. Exactement. Parce que, voilà. Par contre, pour l'autre, c'est moins rapide, mais plus complexe. Donc, ça sera plus sécurisé. Très bien. Sécurisé, moi.
Mais vous avez aussi donc la phase de chiffrement via clé publique, clé privée au niveau de SSH. Elle se fait en combien de temps? Est-ce que à chaque échange entre le serveur et le client, on procède ainsi? Chiffré avec la clé publique, déchiffré Non, avec la clé juste en début de session. C'est en début de session. On va la symétrique. Voilà, donc l'objectif de l'utilisation de l'asymétrique au début, c'est l'échange de la clé de session. Oui. Oui, donc le type de chiffrement que vous avez énoncé, c'est un chiffrement hybride. Ça veut dire qu'on utilise aussi bien l'asymétrique et le symétrique. On essaie d'utiliser les avantages du symétrique parce qu'il est rapide en seconde position, et on utilise aussi les avantages de l'asymétrique qui est plus renforcé en termes de sécurité. Maintenant, on a cette garantie que la clé de session ne sera pas connue par d'autres entités. Pardon, j'ai pas entendu. Alors, j'ai dit que quand on utilise le chiffrement asymétrique pour échanger la clé de session, puis utiliser la clé de session juste pour les échanges entre le client et le serveur, ce type de chiffrement s'appelle chiffrement hybride. Ça veut dire qu'il combine entre les avantages de l'asymétrique et du symétrique. Donc l'asymétrique, c'est faire en sorte que la clé de session soit connue uniquement par les deux entités. Et le chiffrement symétrique, en deuxième lieu, ça permet d'être plus rapide en termes de communication. Alors, vous avez aussi parlé... quelle est la différence entre le cryptage et le chiffrement? Parfois vous dites chiffré, parfois vous dites crypté. Donc, quelle est la différence? Même le cryptage, c'est une sorte d'encapsulation. Par contre, le chiffrement, c'est comment dirais-je, un codage. Eh ben non. Il y a codage, il y a chiffrement et il y a cryptage. Les trois sont différents. Il y a une petite nuance. Alors, chiffrement et cryptage, c'est la même chose. Sauf que cryptage, c'est un mot anglais. Donc, normalement, puisque vous faites une présentation en français, vous n'utilisez pas le mot gain cryptage. On utilise le mot chiffrement. Et il veut dire la même chose. Codage, c'est juste une conversion entre deux types de données, par exemple. Convertir en ASCII, par exemple, c'est un codage. Donc ça ne dépend pas d'une clé. Mais le chiffrement, ça convertit en autre chose, mais ça dépend aussi d'une clé. Donc le codage, ça n'a rien à voir avec le chiffrement. On peut avoir le résultat du codage ou du décodage sans passer par une clé. C'est une convention. Et le chiffrement, madame, il n'est pas plus aléatoire. Le chiffrement, il dépend d'une clé. Voilà. Sans la clé, on ne peut pas revenir en arrière. Vous avez parlé aussi de signature numérique. Que voulez-vous dire par signature numérique? Madame, la signature numérique est un mécanisme permettant de garantir l'intégrité du document. Oui. Oui. Mais en utilisant les notions que vous avez énoncées, comme les algorithmes de chiffrement asymétrique, comment se fait la signature? Madame, c'est pas une fonction de hachage. Non, c'est différent. Signer une donnée, ça veut dire quoi? Alors, il y a chiffrer la donnée et il y a signer la donnée. Donc, chiffrer la donnée, c'est la chiffrer avec la clé publique du récepteur. La signer, c'est la chiffrer avec sa clé privée. Donc, c'est ça la signature. Quand on la signe avec sa clé privée et on l'envoie, le destinataire, pour savoir que c'est toi qui l'as réellement signé, il va essayer de la déchiffrer avec ta clé publique. Donc, s'il peut la déchiffrer avec ta clé publique, il sera sûr que tu l'as chiffrée au préalable avec ta clé privée. Et puisqu'il sait que tu es le seul à avoir cette clé privée, donc la donnée, elle est protégée en termes d'intégrité. Ouais. Donc, c'est ça la signature dans le cas des algorithmes asymétriques. Vous avez aussi parlé au niveau de la simulation de RSA. Que veut dire RSA? Oui. En bref, hein. C'est une clé de cryptage avec les paires de clés RSA. Ben non.
RSA, c'est pas juste une clé. C'est un algorithme de cryptographie asymétrique. Voilà, c'est un algorithme de chiffrement asymétrique qui se base sur l'exponentiation. Pardon? AES est un système de chiffrement symétrique. Et RSA, c'est un exemple. Voilà, donc c'est tout un processus. Alors ça génère les clés, ça chiffre, ça déchiffre, etc. Vous avez l'algorithme en entier. Vous pouvez même tester. Il se base sur l'exponentiation. La factorisation. Oui, donc chiffrer, c'est à la puissance clé publique, déchiffrer à la puissance clé privée. Oui. Alors, quand aussi au niveau de la simulation, vous avez dit, quand vous étiez en train de configurer les lignes VTY, vous avez dit qu'on pouvait avoir uniquement 4 connexions simultanées. Administratif. Oui. Pourquoi 4? C'est par défaut, c'est moi qui l'ai mis. Quand vous mettez ligne, Je voulais mettre 4 admins simultanément. mais pour avoir Et 4, si on mais pour avoir 4, fait VTI 0, 4. non, mais pour avoir 4, il fallait mettre 0, 3. 0, c'est une ligne, 1, 2 et 3, Oui, c'est 0,5. Oui, 0,5. Non, 0,5, ça va vous donner 6 connexions. C'est 6. Oui. Voilà. D'accord. Quand vous avez aussi configuré le hostname, est-ce que c'était, il fallait le faire? Est-ce que c'était indispensable à la configuration de SSH? Obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est moi qui ai voulu changer de nom. Au cas où, dans la vraie vie, on peut avoir plusieurs routeurs juste pour. Voilà, pour avoir un sens, pour donner un sens à votre topologie. Quand vous avez accédé au routeur via SSH, est-ce que vous avez essayé de taper la commande enable? Non. Si vous essayez de la taper, qu'est-ce que vous aurez comme message? Il faut configurer un mot de passe pour la commande enable. Donc c'est indispensable de configurer un mot de passe Mettre pour un le mot de mode passe. utilisateur privilégié pour pouvoir accéder à la configuration du routeur à distance. Donc pour configurer que ce soit Telnet ou SSH, il faut toujours mettre un mot de passe au mode utilisateur privilégié. Donc enable, password et un mot de passe. Alors, pour quel équipement intermédiaire on pouvait aussi faire la configuration de SSH? Qu'est-ce qu'on peut configurer aussi comme équipement? Oui. Donc le switch, c'est la même chose, sauf qu'est-ce qu'on ajoute? Ça serait quoi, à votre avis, la différence? Madame, je n'ai pas compris la question. Alors, dans son cas, il a configuré un routeur. On est d'accord, il a configuré un routeur. Je lui ai dit, quel est un autre équipement que tu peux aussi configurer en SSH? Il m'a dit le commutateur. C'est correct. J'ai dit, quelle est la configuration à ajouter en plus? Donc c'est la même chose à peu près. On configure un nom d'utilisateur, les numéros. Non. Le pauvre. Donc quand vous êtes en train d'accéder en SSH, vous tapez l'adresse IP du routeur, de l'interface du routeur. Ah oui, on peut vous faire, c'est vrai. Pour un switch, comment ça va se faire? On va mettre. On est obligé d'accéder au switch via une adresse IP. Comme le switch il est de niveau 2, il n'a pas forcément une adresse IP. Oui. Et donc ce qu'il fallait faire, c'était juste attribuer une adresse IP fictive au switch via l'interface VLAN 1. Donc l'interface VLAN 1, c'est pas la configuration des VLAN. C'est pas la même chose. Au niveau des algorithmes de chiffrement asymétrique, est-ce qu'à votre avis, il y a une liaison entre la clé privée et la clé publique? Oui, madame. Elles sont liées par des algorithmes. Mathématiquement parlant, est-ce qu'elles sont liées? Est-ce qu'on peut exprimer la clé privée par le biais de la clé publique et vice-versa? Non. Non. Alors, mathématiquement parlant, elles sont liées. Il y a même si on veut, par exemple, dans le cas de RSA, la clé publique, c'est l'inverse de la clé privée modulo
Donc, on peut exprimer cela mathématiquement. Donc, si on peut l'exprimer mathématiquement, on peut se dire que l'attaquant peut directement récupérer la clé privée à partir d'une clé publique. À votre avis, qu'est-ce qui ne permet pas cela? Madame, vous pouvez répéter la question? Alors, au niveau des algorithmes de chiffrement asymétrique, les clés publiques et clés privées, elles sont liées. Chaque paire de clés, il y a une liaison entre elles. La liaison, elle est mathématique. Donc, on peut exprimer la clé privée en utilisant la clé publique. Dans le cas de RSA, par exemple, la clé privée, c'est l'inverse de la clé publique modulo n, et vice-versa. Donc, puisqu'on a cette équation, et on a la clé publique qui est disponible, à votre avis, est-ce qu'on peut récupérer la clé privée? On peut obtenir la clé publique en se basant sur la clé privée. Est-ce qu'on peut... Non, la clé publique, elle est connue, c'est pas un problème. L'attaquant, il cherche toujours à récupérer la clé privée pour qu'il puisse déchiffrer les communications. Madame, je pense pas que ce soit le cas, c'est pas une finalité. Mais mathématiquement parlant, c'est le cas. Donc, qu'est-ce qui empêche? Donc, on peut la récupérer. Qu'est-ce qui empêche? On peut pas la récupérer de manière pratique. Théoriquement, on le peut, mais pratiquement, pourquoi on le peut pas pratiquement? Parce que les algorithmes changent à chaque fois. Non? Il y a plusieurs clés privées, il y en a plein qu'on ne peut pas récupérer. Non, la raison pour laquelle on ne peut pas de manière pratique, c'est que les clés, elles sont tellement grandes que déchiffrer cette équation prend énormément de temps. C'est sur 256 bits, c'est ça? Même, c'est encore plus lent. Par exemple, la clé, elle peut prendre 3 pages. Il y a 3 pages de chiffres. Ouais. Vous voyez? Donc, mathématiquement parlant, c'est faisable. Mais un ordinateur de nos jours, avec la puissance qu'on connaît, on ne peut pas récupérer la clé privée à partir de la clé publique parce que ça prend énormément de temps. Ça prend des années. Et d'ici ces années-là qui sont écoulées, on peut changer la clé pour avoir plus de sécurité. Vous voyez? Donc, le secret derrière la force des algorithmes asymétriques, c'est juste la taille des clés qui est grande. Et la puissance... Oui, madame, je l'ai dit je l'ai dit que plus la clé est grande, plus la sécurité est sécurisée. Oui, mais de nos jours, on augmente de plus en plus les clés. Par exemple, on privilégie des clés plus grandes qu'il y a 20 ans. Vous voyez, parce que les PC, en termes de puissance, ils sont en train d'être développés. Mais il y a un certain moment... Il ne faut pas augmenter la puissance, il faut augmenter la taille des clés. Oui, mais... Oui. Mais cela est dû aux puissances faibles des PC qui ne peuvent pas résoudre l'équation en un espace de temps réduit. Ils peuvent le faire, mais ils vont tourner pendant des années. Et d'ici l'écoulement de ces années, on peut changer la clé privée. Oui. Alors, ça va poser un problème si on va inventer tout ce qui est PC quantique. Donc, si on va vers ça, tous les algorithmes qu'on connaît, ils vont tous tomber à l'eau. Tout ce qui est quoi, madame? Tous les algorithmes qu'on connaît si on développe les ordinateurs quantiques, qui sont très rapides. Donc, il y a plus de complexité en termes de temps. Il y a plus de complexité en termes de temps. Donc, il faudra penser à d'autres moyens et mécanismes de chiffrement. Voilà, donc c'est bon pour les questions. Comme j'ai dit, le rapport il est bon. La présentation est encore meilleure, donc elle est très bien faite. Je vous remercie pour ça. Et aussi votre présentation qui était bien et que c'était aussi équilibré en termes de prise de parole. C'est-à-dire que tout le monde a pu prendre la parole et on sent que tout le monde a travaillé sa partie. Donc je vous remercie aussi pour ça et je vous remercie pour votre sérieux. Merci, madame. Merci, madame. Merci. Merci. Au revoir et bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée à vous.